Et bonjour à tous, c'est Xiliox. On se retrouve une nouvelle fois pour la revue des cartes de l'extension La Genèse des Mutants, donc qui va ouvrir le cycle 6 pour le jeu Marvel Champion. Le deuxième héros qui nous est vendu dans ce paquet, c'est Shadowcat. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Colossus, mais là aujourd'hui on va s'intéresser uniquement à Shadowcat. Donc Shadowcat, elle nous est vendue avec un deck agressivité. Vous allez voir, en plus dedans il y a une petite pépite. On va trouver notre petit Wolverine. Donc ça part plutôt pas mal. Allez, Shadowcat, du coup, en alter ego, elle s'appelle Kitty Pryde. On la voit en train de bricoler un PC dans le manoir des Avengers, donc plutôt cool. Illustration magnifique en alter ego. Donc c'est un héros qui a 3 en récupération, qui a le trait mutant en alter ego, donc, qui a 6 en taille de main et 9 points de vie. À la mise en place, on peut mettre en jeu l'amélioration forme de masse, donc c'est cette carte-là, face corporelle visible. Donc corporelle, c'est celle-là. Et après, on a une action qui s'appelle contrôle de phase. Ça vous permet de retourner votre amélioration forme de masse, donc passer, quand on a alter ego, une fois tous les tours, soit en forme corporelle, soit en forme incorporelle. Donc bon, 9 points de vie, c'est un peu faible, mais vous allez voir que sa forme corporelle apporte quand même beaucoup d'avantages. Et après, en héros, pardon, on a un héros qui passe à 5 en taille de main, qui devient X-Men quand même, donc c'est pas mal. Elle a 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Et sa capacité s'appelle intangibilité sélective, et ça vous permet, tant que vous êtes en forme de masse incorporelle, donc c'est celle-là, l'autre côté, d'ignorer les mots-clés garde, patrouille et les icônes de crise. Donc, ça va être encore un de ces héros qui ont des formes de masse à gérer, tout comme Spectrum ou même encore Vision. Donc, les formes de masse, c'est une carte qui a une amélioration permanente, donc ça veut dire qu'à aucun moment elles peuvent être défaussées ou altérées. Il y a marqué tant que Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dégâts. Ça, c'est la forme incorporelle. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut l'incliner, mais par contre, dès que vous l'inclinez, vous avez potentiellement une valeur de défense infinie. Et il y a marqué réponse forcée après avoir attaqué ou défendu en étant sous cette forme, retournez cette carte. Et quand vous êtes en forme corporelle, pareil, c'est permanent et ainsi de suite. Là par contre ça devient une ressource de héros et il y a marqué incliner cette carte pour générer une ressource d'un événement attaque ou défense. Et réponse, après avoir attaqué ou défendu en étant sous cette forme de masse, vous pouvez retourner cette carte. Donc du coup, c'est un héros qui va changer beaucoup de formes, de masse. Tous les tours, potentiellement, vous pouvez récupérer une ressource dès le début de la partie, c'est gratos. Ça, c'est une forme de masse, donc c'est une carte à part dans votre deck, en plus. Donc, même si je trouve que l'effet est assez faible, il ne faut pas oublier que tant qu'elle est en forme de masse dense, enfin, forme de masse corporelle, elle va gagner une ressource. Et quand elle est en forme de phase incorporelle, elle est immunisée aux dégâts en défense, et puis en contre aux icônes de crise et de patrouille, et en attaque aux icônes de garde. Donc, moi je la trouve un peu faible, mais c'est parce que j'arrive pas encore à me représenter vraiment l'impact de cette carte forme de masse qui va nous apporter plein de pouvoirs en plus. Donc on va voir un petit peu comment ça va être joué dans le reste de son set. Donc certainement on va avoir énormément de cartes qui jouent sur sa forme de masse. Et puis si jamais on n'a pas de cartes qui jouent sur sa forme de masse, je vous rappelle qu'il existe toujours 5 cartes qui jouent sur le changement de forme. Et ça va se produire assez souvent puisque elle peut changer 2, 3, 4 fois par tour de forme de masse. Donc vous pouvez jouer toujours pareil, les obstinations, les crans, pour la justice, là je sais plus comment ça s'appelle, enfin les trucs en justice qui s'appellent faire respecter la loi. Et le dernier c'est attaque surprise je crois. Comment s'appelle cette dernière carte? Attaque surprise. Voilà. Et puis surtout, les prêts pour la bagarre. Donc prêt pour la bagarre dans son deck qui a forcément un gros intérêt puisque elle va changer beaucoup de fois de forme pendant son tour et pendant le tour du méchant. Donc avoir des prêts pour la bagarre, ça vaut le coup pour pouvoir se redresser. Et comme par hasard, dans les cartes du set préconstruit, vous avez 3 cartes qui s'appellent prêts pour la bagarre, qui sont les mêmes prêts pour la bagarre qu'on avait avec Miss Marvel, qui avaient été vendus avec le pack de Spectrum, qui cette fois sont avec une illustration de Gambit dessus, et on voit que ça fait exactement la même chose. Donc ça va nous permettre de nous redresser plein de fois pendant le même tour. Les prêts pour la bagarre, qui soit dit en passant, sont peut-être aussi jouables avec Colossus, selon la façon dont vous le jouez.
Allez, on enchaîne. C'est quoi cette carte? Ça doit être le 7 Némésis. Némésis de Shadowcat. Okay. Donc son allié maître, c'est très étonnant parce que c'est pas Colossus. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ça dans une vidéo, mais Colossus, son allié maître, c'est Shadowcat. Mais Shadowcat, son allié maître, c'est pas Colossus. Son allié maître à elle, c'est Lockheed. C'est un allié qui coûte 2, qui a 1 contre 1 en attaque, 2 points de vie. C'est un dragon X-Men. Et il y a marqué réponse après que Lockheed est entré en jeu. Si vous êtes sous forme de masse corporelle, vous infligez 2 dégâts. Et incorporel, vous enlevez 2 de menace d'une manigance. Donc ça, c'est une carte, une pépite encore. Hein. Je vous ai déjà souvent parlé. Des alliés qui coûtent 2, c'est vraiment génial. Parce que ça veut dire que vous pouvez contrer ou attaquer une fois. Après, il aura plus qu'un point de vie pendant la phase du méchant, et donc vous pourrez défendre une fois avec. Et comme si ça suffisait pas, en plus vous pouvez vous arranger pour avoir la bonne forme de masse, pour pouvoir infliger des dégâts ou retirer de la manigance, donc c'est vraiment une méga bonne carte. Pareil que pour Colossus, on va avoir un soutien qui coûte 1 et qui s'utilise en alter ego, un lieu aussi, qui c'est la chambre de Kitty, et l'autre c'était la chambre de Piotr. Non, c'était l'atelier, non, de Piotr. On va vérifier vite fait. Non, mais c'était pas la chambre de Piotr. Non, c'était l'atelier. Donc, la chambre de Kitty, c'est un lieu. Donc, une action d'alter ego. Quand vous inclinez cette carte, si vous êtes sous forme de masse corporelle, vous soignez 2 points de vie. Incorporel, vous piochez une carte. Sachant que je vous rappelle, hein, quand vous serez en alter ego, une fois par tour, vous pouvez changer de forme de masse gratuitement. Donc, de toute façon, si jamais vous ne vouliez pas changer de forme de masse, ou garder la même forme de masse quand vous repasserez en héros au tour d'après, rien ne vous empêche, le tour où vous passez de héros à alter ego, de changer de forme de masse pour utiliser la chambre de Kitty dans la forme que vous voulez, et au tour d'après, vous pouvez rechanger au début de votre tour, tant que vous êtes en alter ego, avant de passer en héros. Donc de toute façon, vous pourrez utiliser l'effet de la chambre de Kitty 2 fois en passant en alter ego, de la manière dont vous voulez. Donc c'est génial. Là encore, un soutien qui vous permet de piocher une carte. Soigner les points de vie si vraiment vous êtes à la ramasse. Vraiment une carte incroyable, quoi. Après, les 2 cartes suivantes sont un petit peu déstabilisantes. C'est des améliorations qui coûtent 1 et qui sont des super pouvoirs. La première, c'est parfaite précision. Une réponse de héros, après avoir ignoré le mot-clé garde ou patrouille, sur un sbire, vous pouvez incliner cette carte pour lui infliger 2 points de vie. Donc c'est le moment où on va pouvoir synergiser avec Shadowcat quand on attaque en forme incorporelle. On va pouvoir infliger 2 points de dégâts en plus de la cible qu'on a attaquée. Donc ce sera forcément le méchant, hein, parce que pour ignorer un mot garde, c'est forcément le méchant qu'on attaque, puisqu'on a droit d'attaquer tous les autres sbires. Donc très situationnel. Mais bon, une amélioration qui vaut 1, c'est très cool aussi parce que ça vous permet d'éviter les événements qui vont faire défausser des cartes amélioration. On préférera jeter cette carte que n'importe quelle autre carte qu'on a en jeu. Donc ça peut être sympa, et après n'oubliez pas que le fait d'avoir des améliorations qui coûtent 1 aussi, ça diminue la taille de votre deck, donc c'est toujours intéressant parce que ça va reséquencer plus rapidement les autres cartes de votre deck que vous voulez piocher plus vite. Ici, deuxième carte très jolie aussi, qui s'appelle Interférence Intangible, une amélioration qui coûte 1, encore un super pouvoir. Réponse de héros, après avoir ignoré l'icône de crise sur une manigance, incliner Interférence Intangible pour retirer 2 menaces de cette manigance. Donc pareil, très sympa aussi, très situationnel, je dirais exactement la même chose que l'autre. L'intérêt de ces cartes va venir un petit peu aussi de ce qu'on va nous proposer dans le cycle 6, c'est est-ce que à force ils vont pas nous donner des attachements qui vont nous donner le mot-clé garde, patrouille ou des icônes de crise. Ça, c'est plus intéressant déjà, hein, parce que là il y en a déjà une dans ce deck. Est-ce qu'ils vont pas nous en mettre d'autres après? Ça peut être cool. C'est un peu comme la mécanique des pièges ou des choses comme ça qu'on a vu dans le Seigneur des Anneaux. Il faut être prudent sur ces cartes-là parce que, bon, c'est des cartes qui valent que 1, mais leur potentiel peut se révéler un peu plus tard. Après, il ne faut pas oublier que c'est des super pouvoirs, et s'il y a suffisamment de super pouvoirs dans ce deck-là, ça vaudra peut-être le coup de jouer Intense Concentration. Et à ce moment-là, un tour où on n'a rien à faire avec Intense Concentration, on pourra jouer ces cartes-là pour 0. Allez, la carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 3 et qui s'appelle Déphasé et Désorienté. Une carte condition qui peut s'activer sous forme de héros uniquement. Et il y a marqué attacher cette carte à un ennemi avec un maximum par ennemi.
Ça peut être le méchant, hein, du coup. Hein. Si jamais vous avez n'importe quel ennemi, c'est le méchant aussi. Quand l'ennemi attaché est censé vous attaquer, défausser, déphaser et désorienter à la place. Ensuite, désorienter cet ennemi. Donc ça, c'est méga cool. Ça fait penser au prix dans la toile, hein, de Spider-Man, qu'on avait vu dans la boîte de base du jeu, qui nous permettait à la fois d'annuler une attaque et de sonner l'ennemi, qui va donc lui faire rater 2 attaques. Et bien ça, c'est exactement la même carte, mais qui coûte cette fois que 3, alors que le prix dans la toile coûtait 4. Mais cette fois, qui va nous permettre de désorienter. Et moi, j'aime les effets désorientés, parce que en solo, les effets désorientés, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et du coup, un effet désorienté, ça veut dire qu'on peut passer en alter ego, soit récupérer, mais surtout utiliser la chambre de Kitty 2 fois d'affilée, donc ça va être génial. Donc plutôt bonne carte. Dommage, c'est pas un super pouvoir, hein, c'est une condition. Donc on va pas pouvoir réduire son coût avec avec intense concentration, mais ça reste à mon avis une bonne carte. Et après, elle a énormément de cartes attaque. Donc ah non non non, pas du tout, ça c'est une carte contre. Non, je suis bourré, excusez-moi. Donc elle a 3 fois la même carte attaque qui s'appelle Surprise de Shadowcat. C'est un événement qui coûte 2, une attaque super pouvoir qui inflige 3 points de dégâts à un ennemi, donc plutôt faible, mais qui permet quand même de redresser votre héros. Donc si jamais vous arrivez à buffer votre héros, hein, entre ces 6 cartes-là, là, vous allez pouvoir vous redresser beaucoup de fois dans le même tour, donc potentiellement ça vaut le coup, hein. Notamment de gagner plus en attaque ou plus en contre. Donc une carte, ma foi, plutôt intéressante, même si elle fait que 3 points de dégâts pour 2, n'oubliez pas que comme c'est un super pouvoir avec intense concentration, on peut potentiellement la payer 1, et à ce moment-là, pour 1, infliger à la fois 3 points de dégâts et se redresser, c'est pas mal du tout, hein. La carte suivante, ça s'appelle Frappe déphasée, c'est un événement qui coûte 3, une attaque super pouvoir, donc une nouvelle fois on pourra l'utiliser avec intense concentration. Ça inflige 6 points de dégâts, et si vous êtes en forme incorporelle, donc cette forme-là uniquement, vous pourrez défausser une carte ayant le texte action de héros ou réponse de héros. Donc c'est tous les trucs qui vont s'attacher sur les sbires ou sur les méchants. On avait déjà eu ce genre de carte avec Vision, je vous rappelle, hein. Je crois que ça s'appelait Disruption de phase. C'était un effet qui était intéressant, mais c'est tellement situationnel que je me suis rendu compte en jouant avec Vision, parce que j'ai fait beaucoup de tests, que en fait ça se produit pas très très souvent le moment où on en a vraiment vraiment besoin. Et les trucs qui sont vraiment méga chiants, comme le fanatisme par exemple, on ne peut pas les enlever. Donc ça fait économiser des ressources une fois de temps en temps, puisque généralement les trucs qui ont des actions de héros ou réponses de héros, c'est le moment où il faut payer pour virer les attachements des méchants ou des sbires. Bon bah là c'est gratuit quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va vouloir, je peux pas trop vous dire quoi. Après la carte suivante s'appelle Marche éthérée. Un événement qui coûte 1, qui est à la fois contre et super pouvoir. Donc super pouvoir ça veut dire toujours intense concentration. Il y a marqué retirer 2 menaces d'une manigance et 4 à la place si vous êtes sous forme incorporelle. Ça peut sembler plutôt faible, mais c'est quand même une carte qui coûte 1, et retirer 4 de menaces pour 1, c'est quand même plutôt costaud quoi. Normalement, vous allez pouvoir vous débrouiller pendant votre tour pour passer en forme corporelle ou incorporelle. Parce que je vous rappelle que rien qu'en attaquant, hein, si vous attaquez et que vous êtes en forme corporelle, eh ben, il y a marqué après avoir attaqué, vous devez changer de forme, hein. Donc rien ne vous empêche à un moment de faire ça. Et je vous rappelle que les événements qui sont ici sont aussi des attaques, hein. Donc quand vous attaquez avec ces cartes-là, vous changez aussi de forme à chaque fois, hein. À chaque fois que vous défendez, vous changez de forme aussi, hein. Donc à mon avis, vous pourrez changer de forme au moment où vous le souhaitez pour faire ces effets-là. Après, est-ce qu'il n'y a pas un tour où on sera complètement bloqué, où cette carte deviendra useless? Peut-être, mais ça me paraît quand même assez rare, hein. Après ici, déphasage éclair, c'est un événement qui coûte 0, c'est un événement défense qui coûte 0. Super pouvoir, il y a marqué interruption de héros, défense. Quand un ennemi attaque, si vous êtes sous forme de masse corporelle, vous pouvez changer en forme incorporelle. Donc ça vous permet, hein, typiquement, quand vous êtes en train de défendre, en forme corporelle, si vous défendez, avec ces trucs-là, vous passez en forme incorporelle. Et du coup, vous subirez aucun dégât, puisque vous ne pouvez pas subir de dégâts quand vous êtes en forme incorporelle. Et après, comme vous viendrez de défendre, après la résolution de la défense, vous repasserez en forme corporelle. Donc quelque part, ça vous permet de ne pas changer de forme de masse et de prendre 0 dégâts en défendant. Et si vous êtes en forme incorporelle,
Là, c'est le moment où bah, vous piochez 2 cartes, vous prenez pas de dégâts et vous passez en forme corporelle. Donc, bon, c'est une carte intéressante parce que ça fait piocher 2 cartes ou ça fait ne pas subir de dégâts et rester en forme de masse corporelle. Mais c'est une carte, j'ai du mal à comprendre réellement son intérêt là. Ça m'échappe un peu. À part le fait, hein, toujours pareil, hein, de diminuer la taille du deck et ainsi de suite. Intéressant, mais comme beaucoup d'autres cartes, c'est tellement situationnel qu'il va falloir attendre. Je vais peut-être virer le prêt pour la bagarre. Il va falloir attendre de jouer pour voir où est l'impact. Là, quand on voit tout son set, quand même, il faut noter qu'il y a beaucoup de super pouvoirs. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes qui sont des super pouvoirs. Enfin, il y en a 11 avec celle-là, mais elle valent 0. Donc, un intense concentration, à mon avis, serait fort bienvenu dans ce deck. Donc, je vous encourage vivement à jouer intense concentration. Hein. Souvent, les X-Men, ils vont avoir des super pouvoirs. Donc, à mon avis, il vaut mieux jouer des intenses concentrations. Mais pas forcément tous, parce qu'il me semble que c'est Phoenix qui, justement, ne joue pas sur les super pouvoirs. Bon, enfin, on verra tout ça plus tard. Donc en ce qui concerne le set de Shadowcat, plutôt cool, très bon allié maître, des très bonnes attaques, surtout celle-là, très bonne contre aussi. Le fait qu'on puisse vraiment temporiser en ne subissant aucun point de dégâts, ça me paraît plutôt pas mal. Et comme en plus il y a déjà des cartes de désorientation, on pourra passer en alter ego. Donc un set très complet, très polyvalent, qui va pouvoir aller chercher justement des situations très très spécifiques en ignorant les mots garde, patrouille et crise. Donc bah, avec autant d'outils, est-ce qu'on va pouvoir faire face à toutes les situations? Eh ben on verra ça en jouant, mais ça me paraît vraiment pas mal, quoi. On va regarder vite fait son set Nemesis. Donc le set Nemesis, hop hop hop. Alors le premier s'appelle déphasage permanent. Donc c'est une obligation. Vous retournez votre amélioration en forme de masse pour qu'elle soit en forme incorporelle face visible. Vous ne pouvez ni attaquer, ni défendre, ni changer de forme de masse. Et il faudra passer en alter ego et incliner Kitty Pryde pour retirer le déphasage permanent de la partie. C'est chiant. Comme toutes les obligations qui ne vous donnent aucun choix d'action, c'est vraiment pénible. Hein, parce que être obligé de passer en alter ego pour faire un truc, c'est la plaie, quoi. Très mauvaise obligation. Ensuite, la Reine Blanche, c'est un sbire élite psionique qui a 5 points de vie, 1 de manigance, 1 d'attaque et qui a Villénie, donc ça veut dire qu'elle va tirer une carte boost tous les tours, c'est vraiment pénible. Et tant que la Reine Blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Ouf. Tant qu'elle est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Donc ça veut dire que c'est pas une carte état, donc vous ne pouvez tout simplement pas contrer. Wow. Et en effet boost, elle vous désoriente. Ça me paraît plutôt sévère. La manigance annexe, c'est le club des damnés. Une manigance avec 3 icônes de boost. Ok. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un exemplaire du sbire pion des damnés dans le deck de rencontre, la pile de défausse rencontre ou dans la zone hors de jeu, et le met en jeu engagé avec lui. Bon, une icône accélération, ça fait pas trop mal, sauf si le pion des damnés est horrible. Pion des damnés, c'est un sbire qui a 3 points de vie, 1 en manigance, 2 en attaque, qui a le mot-clé garde, patrouille et renfort. Donc là, est-ce qu'on le met en jeu ou est-ce qu'on le révèle? Et le met en jeu. Donc met en jeu, on n'activera pas l'effet renfort. Par contre, ce qui est pénible, c'est que même s'il a les mots-clés garde et patrouille, et vous arrivez à les esquiver, vous ne le tuerez pas simplement avec une précision, une parfaite précision. Donc bah, ça va obliger à faire plusieurs actions pour le tuer, c'est très pénible. Ok, la dernière carte, ça sent pas bon, ça c'est un truc qu'on va attacher sur soi, j'en suis sûr. Entrave télépathique, attachez cette carte à votre identité. Tant que entrave télépathique est attachée à votre identité, vous êtes sonné. Et il faut dépenser 2 ressources mentales pour défausser cette carte, mais par contre c'est en action, donc ça veut dire en héros ou en alter ego. Est-ce que le personnage mérite un set Nemesis aussi sévère? Je ne sais pas. Mais ceux-là, ils sont vraiment pénibles. Parce qu'en plus, même dans sa forme de base, elle a 2 en attaque. Ouais. Ouais. Ça me paraît pas génial tout ça. Hein. Son set Nemesis m'a l'air plutôt dur, surtout cette carte-là. Cette carte-là, là,
5 points de vie, on n'a aucun événement. Si, à la limite, on pourrait attaquer avec une surprise de Shadowcat, se redresser et attaquer directement avec Shadowcat, ça ferait 5 et ça permettrait de tuer la Reine Blanche. Ouais. Ouais. Bon, enfin, le 7 Nemesis a l'air plutôt costaud, quoi. C'est marrant d'avoir des cartes blanches comme ça. C'est assez rare qu'on ait des cartes entièrement blanches. Bien, le 7, agressivité, vendu avec Shadowcat. Donc, voyons ce qui nous est donné. La première carte, on la voit direct, hein, elle pique aux yeux direct, c'est notre petit Wolverine. Donc, que va faire Wolverine dans ce jeu? Eh bien, c'est un allié qui coûte 4, donc très très cher en agressivité. Hein. 4 points de vie, 1 en contre pour 1 dégât consécutif, et surtout 3 en attaque pour 2 dégâts consécutifs. Et en plus, toutes les attaques de Wolverine gagnent le trait perçant. C'est bien évidemment un X-Men. Et il y a marqué en réponse, après le début de votre tour, Wolverine gagne un point de vie. Moi, ça me paraît très fort, hein. Ça me paraît vraiment très très fort, puisque virtuellement, ce personnage-là, vous pouvez pas vous en servir tous les tours, hein, mais si vous attendez un tour à chaque fois, vous pouvez le garder toute la partie en jeu. Si jamais vous avez des événements pour les soigner, pour leur faire gagner plus de points de vie, du coup, vous allez pouvoir le garder très 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 longtemps en jeu. Donc je pense que Wolverine est vraiment un très très bon allié. Notamment si vous lui mettez le flingue là où on voit le Punisher dessus, qui s'appelle... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le flingue de Punisher. Quelqu'un voit de quoi je suis en train de parler? Non, je suis tout seul. Même moi je vois pas la carte. Il est là le flingue de Punisher, arme de poing, qui vous fait gagner plus en attaque et à distance. Donc ça vous permettrait de devenir perçant à distance en ayant plus en attaque. Et du coup ça vous immunise aux dégâts de riposte, donc faire survivre votre Wolverine plus longtemps. Étant donné qu'il est censé rester toute la partie en jeu, lui faire gagner plus en attaque, ça me paraît être une bonne idée. Hein. Il est indispensable de vous parler directement de la... Je vous parlerai de Magix après. Hein. Mais ici, entraînement à l'attaque, c'est la même carte que l'on a vue en protection juste avant. C'est une amélioration qui coûte 1, une carte entraînement qu'on ne peut attacher qu'à un allié X-Men. Et toujours pareil, on aura droit de mettre qu'un seul entraînement par allié X-Men. Et cet allié va gagner 2 points de vie et plus en attaque. Donc on voit directement la combo avec Wolverine. Hein. Il peut passer à 4 en attaque avec 6 points de vie. Là, ça commence à devenir assez nerveux. Toujours pareil, vous lui mettez arme de poing. Il passe à 5 en attaque avec 6 points de vie à distance perçant. Ça me paraît costaud. Hein. Ça me paraît vraiment, vraiment costaud. Hein. Donc moi, ça, c'est une très très bonne carte. Hein. L'attaque, l'entraînement à l'attaque. Toujours pareil, est-ce qu'on va avoir assez d'alliés X-Men agressivité pour justifier qu'on puisse jouer beaucoup beaucoup d'entraînement? Je ne sais pas, mais rien que pour Wolverine, déjà, moi, j'en mettrais 3. Hein. Après, bon, malheureusement, garder un Locked en ayant 4 points de vie avec 2 en attaque, ça me paraît un peu léger. Là, le seul autre allié qui nous est vendu dans le paquet, c'est Magic. Magic, bof quoi. C'est un allié qui coûte 3. Elle est mystique et X-Men. Donc 3 points de vie, 1 en contre, 2 en attaque. Et il y a marqué réponse. Après avoir joué Magic de votre main, dépensez une ressource mentale. On va choisir un sbire non élite engagé avec un jeune héros X-Men. Et on va mélanger ce sbire dans le deck rencontre. Ça me paraît être une telle usine à gaz, tellement situationnelle, tellement inutile et tellement chère que... parce qu'en plus, c'est au moment où vous le jouez de votre main. Hein. Donc, quand on joue cet allié-là, il faut payer une ressource mentale en plus. Donc, ça veut dire que vous payez cet allié 4 ressources. Si vous faites ça au début de la partie, vous n'avez plus de cartes en main. Hein. Ça cible pas les alliés élites. Vous êtes obligé qu'ils s'intéressent à un méchant, un sbire engagé un héros X-Men. Donc si les autres joueurs à la table ne jouent pas de X-Men, vous l'avez dans l'os. Et en plus vous vous en débarrassez même pas. Il y a trop de limitations, trop de conditions. C'est trop pas bon quoi. Hein. C'est vraiment pas bon quoi. Et même lui mettre un entraînement à l'attaque, ça nous intéresse pas forcément parce que ok elle a 5 points de vie et 3 en attaque, mais tous les héros, tous les alliés agressivité, ils ont 2 en attaque pour 3 points de vie pour 3. Donc il n'y a aucun intérêt à ce perso en particulier. Le seul intérêt à ce perso, c'est que c'est un des seuls alliés X-Men agressivité. Et du coup, pour l'instant, on dira, ah ouais, c'est pas mal avec un entraînement à l'attaque, mais quand on aura trop d'alliés, à mon avis, ça va être une des premières qui dégage. Hein.
Carte suivante, c'est les fameuses cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Ça s'appelle Garde à l'entrée. C'est une amélioration qui vaut 2. C'est un attachement condition, une amélioration condition pardon, qu'on va attacher à un sbire. Ce sbire, il gagne 2 points de vie et patrouille. Et quand il est détruit, on va retirer 4 de menace de la manigance principale. Donc c'est une façon de détourner, de contrer, de contrer, pardon, de la menace en agressivité, hein. Ça fait très simplement penser, hein, aux cartes qu'on avait déjà vues dans le Seigneur des Anneaux, où quand on est en agressivité, on va devoir attaquer pour enlever de la manigance. Donc ça participe à la mécanique de au cœur de la mêlée, de poursuivons-les. C'est très intéressant. Avec Kitty Pryde, ça va être rendu encore plus intéressant par le fait que comme il gagne le mot-clé patrouille, eh bien vous allez pouvoir ici utiliser le parfaite précision pour infliger 2 points de dégâts et compenser les 2 points de vie en plus. Et en plus, le dernier truc qui est vraiment cool, c'est que tant que vous êtes en héros et que vous êtes en train d'attaquer, on n'a pas forcément d'intérêt particulier à contrer la manigance. Si vous restez longtemps en héros, ce qui est souvent le cas quand on joue à agressivité, hein, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup contrer. Donc lui faire gagner le mot-clé patrouille, normalement ne vous dérange pas énormément. Donc moi c'est une carte que j'aime beaucoup, j'espère qu'ils vont en faire de nombreuses autres. Le seul défaut, comme toutes les cartes protection et agressivité, c'est que ça ne s'adresse qu'à la manigance principale, et que donc ça va être très compliqué de gérer, puisque c'est souvent les manigances annexes, et surtout l'accumulation de manigances annexes, quand on joue en expert, qui pose les plus gros problèmes. Carte suivante, ça s'appelle Frappe en équipe. Alors cette carte, j'espère que je l'ai compris normalement quand je l'ai lu en anglais, mais c'est un événement qui coûte 1, c'est une carte attaque qu'on ne peut jouer uniquement si notre identité a le trait X-Men. On va devoir incliner notre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men et infliger X dégâts répartis contre tous les ennemis en jeu, X étant égal à la somme d'attaque des personnages que vous avez ainsi inclinés. Donc je l'avais bien compris en anglais. Répartir les dégâts comme on veut. Typiquement, en fait, vous allez incliner tous les alliés X-Men en jeu, hein. Vous pouvez même incliner les alliés des autres joueurs, hein, si vous voulez, hein. Et ça vous permet, en fait, comme c'est une seule carte attaque, vous ignorez tous les mots-clés riposte, puisque ça va tomber sur votre héros, et pas sur les alliés. Ça vous permet de faire des très 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 grosses attaques, de répartir les petits points de dégâts un petit peu comme vous voulez, un petit point à droite pour enlever l'état tenace de tel sbire, 3 points sur là pour tuer tel monstre, et ainsi de suite, donc c'est énorme. Ça me paraît costaud, hein. Et puis après, bon, on voit Wolverine au premier plan, typiquement, le tour où vous voulez faire regagner des points de vie à Wolverine, vous pouvez l'incliner avec cette carte sans attaquer, donc il perd pas les points de dégâts en riposte. Et au tour prochain, il regagnera un point de vie. Donc quelque part dans cette carte-là, vous soignez Wolverine de 1 point de vie. C'est vraiment une très 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 bonne carte. Le seul problème, hein, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'alliés X-Men. Donc c'est le début d'un cycle, c'est compliqué. Les seuls alliés qu'on a vus en neutre, pour l'instant c'est le professeur Xavier. Le professeur Xavier, il a 0 en attaque. Donc c'est un peu léger pour l'incliner avec frappe en équipe. Après, la carte suivante, c'est Face à Face. C'est une carte qu'on a déjà vue, hein. On l'avait déjà, je crois que c'était Thanos sur la carte précédente. C'est pas sûr, hein, il faut vérifier. Et là, on a l'impression que c'est Psylocke qui se bat avec Wolverine. Apparemment, le texte d'ambiance a l'air de dire la même chose. Donc, moi, c'est une carte que j'ai souvent jouée, notamment avec des héros qui avaient la capacité d'absorber tous les dégâts. Puisque en fait ça va déclencher une attaque contre vous pour infliger 5 points de dégâts. Si vous pensez par exemple au pantin qui nous empêchait tous les sbires qui ont 0 en attaque, hein, par exemple, avec cette carte-là, vous prenez aucun dégât, vous leur infligez 5 points de dégâts. Et ceux qui ont 0 en attaque, en général, c'est les pantins, les trucs qui ont plein de points de vie juste pour vous faire perdre du temps. Bon ça vous permet de faire face, hein. Je me demande si c'est pas contre le bouffon qu'il y a des pantins qui nous ralentissent. Bon, je m'en rappelle plus. Carte très sympa, contre Shadowcat, c'est rendu encore meilleur par le fait que avec la forme incorporelle, en défendant, vous prendrez 0 point de vie, donc quelque part c'est incliner votre personnage et payer 1 pour faire 5 points de dégâts. Est-ce que c'est suffisamment fort? Je ne sais pas, c'est discutable. Carte d'après, c'est la carte énergie du cycle 6 en agressivité. Donc cette fois, vous avez une ressource
Et si jamais vous la dépensez pour jouer un événement attaque, alors vous additionnez un point de dégâts à la valeur de cette attaque. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Je pense que c'est assez moyen, voire nul. Sauf si vous jouez avec l'optique de faire des dégâts vraiment très importants. Par exemple avec des jusqu'au boutisme, avec des hawkers de la mêlée, avec des instants de triomphe, pardon. Toutes ces synergies-là sont très bonnes. Et puis après, il faut penser à l'un après l'autre. Et le deuxième, c'est coup circulaire. C'est pas coup circulaire, je me rappelle jamais de cette carte parce que moi j'aime pas la jouer. Non, c'est mêlée. Voilà, le mêlée qui inflige 3 points de dégâts à un ennemi et 3 points de dégâts à un autre ennemi. Normalement, si vous le payez avec une énergie agressive, eh ben, vous ferez 2 fois 4 points de dégâts. Et après, très récemment, on a eu la carte qui faisait pareil, qui s'appelait l'un après l'autre, chacun son tour, pardon. Et c'est une carte qui inflige 2 points de dégâts, et si l'ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez infliger 2 points de dégâts supplémentaires. Donc ça veut dire que vous pouvez infliger 2 fois 3 points de dégâts en payant l'un après l'autre avec une énergie agressive. Moi j'ai essayé de faire plusieurs decks basés sur les événements attaques qui font beaucoup de dégâts, qui font des dégâts en excès, qui font des dégâts à plusieurs cibles. J'ai jamais réussi, ça marche pas, enfin j'arrive pas à fabriquer des decks comme ça, donc je vous conseillerais pas de le faire puisque moi j'y arrive pas. Mais si vous trouvez un super deck basé sur ça, ça vaut le coup. Sinon, cette carte, moi je la dégagerai puisque ça n'a pas trop d'intérêt. Même avec les cartes de Shadowcat ici, les seules cartes qui ont intérêt, c'est les 5 cartes attaques qui sont là. Bon, celle-là, il n'y a pas particulièrement d'intérêt, elle fait 6 points de dégâts, bon, elle passera à 7 points de dégâts. Celle-là, un tout petit peu plus, elle ferait 4 points de dégâts pour seulement 2. Si en plus vous payez l'autre ressource avec une intense concentration, ça veut dire que vous faites 4 points de dégâts pour 1 et que vous redressez votre identité. C'est pas mal, mais il y a trop de fois en fait où ces cartes, on va les avoir dans les mains et ça va rapporter rien du tout. Donc moi, je suis pas du tout intéressé par ça. Pas du tout intéressé par ça, donc je passe mon tour sur ce coup. Ensuite, les cartes suivantes, eh ben, on a le petit Colossus. Donc Colossus, ce sera un allié neutre, ce ne sera pas l'allié maître de Shadowcat, ce sera un allié neutre qui coûte 4, qui a 3 points de vie, 1 en contre et 3 en attaque avec 2 dégâts consécutifs. Donc assez bof, mais il faut quand même lire le petit texte, il y a marqué qu'on réduit le coût pour jouer Colossus si votre identité a le trait X-Men ou mutant de 1. Donc ça veut dire qu'il ne coûte que 3. Alors là, du coup, quand on dit ah, il coûte que 3, en plus il est tenace, donc ça devient vraiment pas mal, c'est cool, c'est fort, c'est puissant. Et puis, bon, sur le moment, on trouve que c'est pas trop mal, c'est vrai, c'est pas trop mal, mais après, on a Thor en agressivité qui fait exactement la même chose et qui fait des trucs en plus pour le même prix. Donc là, j'ai pas trop compris, quoi, où est le délire? Parce que si jamais on compare à Thor, vous voyez ici le petit Thor, de base, il coûte déjà 3, il coûte pas 4. Il a 1 en compte pour 1 riposte, il a 2 en riposte pour 3 en attaque, 3 points de vie. Il est tenace comme Colossus. Et du coup, en plus, il a une capacité qui lui permet, quand vous attaquez avec lui, de payer une icône énergie pour résoudre son attaque pour tous les sbires contre. Donc, Colossus, c'est un faux bon allié, quoi. Il est moins fort que Thor. Il manque un truc à ce personnage-là. Après, c'est très sympa, on peut le jouer dans tous les decks. Mais ça n'empêche qu'il manque un truc. Il manque quelque chose sur cette carte. Bon, du coup, on l'avait vu dans l'autre revue de cartes, bien évidemment, il y a la carte Team Up qui s'appelle l'Ombre et l'Acier, événement qui coûte 2, une carte en équipe qui vous permet de jouer à la fois quand vous avez Shadowcat et Colossus, qui vous permet d'ignorer complètement les dégâts d'une attaque tout en infligeant 4 points de dégâts à la personne qui est en train de vous attaquer. Je suis dubitatif sur cette carte parce que là, dans le deck de Kitty Pryde, il va falloir jouer avec Colossus. Et Colossus, on n'a pas trop envie de le garder en jeu. On va l'utiliser avec son état tenace et ses 3 attaques pour faire 3 attaques assez rapidement. Ou 2 attaques et une défense, ou 2 défenses et une seule attaque. Mais bon, moi en général, Thor, je le garde assez rarement en jeu longtemps, donc c'est vrai que j'aurais pas tendance à dire que Colossus va rester vite en jeu. Après, il faut quand même dire que dans un deck agressivité, si vous mettez plus en attaque et plus de points de vie à Colossus, il attaque une fois de plus avec plus en attaque quand même, donc c'est pas mal. Si jamais on s'en sert que pour attaquer quand même, il va attaquer comme il a 5 points de vie plus un état tenace, il va pouvoir attaquer 4 fois à 4 dégâts, donc ça fait 16 points de dégâts.
C'est intéressant, ça lui permet de tenir plus longtemps. Est-ce que ça va justifier le fait qu'on le joue avec l'ombre et l'acier? Je ne sais vraiment pas. Allez, on a déjà parlé des prêts pour la bagarre, donc on saute. Pareil pour les énergies, on en a déjà parlé, hein, ces 3 cartes qui ont été redesignées. Et la dernière carte, c'est le manoir X. Donc je suppose que c'est le manoir des X-Men. C'est un soutien qui coûte 2, un lieu X-Men, et il est marqué action d'alter ego, incliner le manoir X et soigner un point de dégâts d'un personnage mutant ou X-Men. N'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Alors ça c'est vraiment une carte qui est très 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 intéressante, puisque vous pouvez soigner, bon bien évidemment, votre identité, qu'elle soit en alter ego ou en héros, puisque tous les alter ego sont mutants pour les X-Men, et surtout vous pouvez soigner les alliés. Donc ça c'est méga cool, une carte qui peut soigner les alliés tout le temps, c'est génial. Et en plus vous pouvez les soigner en tant que toutes les équipes de joueurs. Donc si les autres joueurs jouent aussi des mutants, ils peuvent utiliser le manoir des X-Men le tour où vous n'allez pas passer en alter ego. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne carte, hein. Moi, j'adore soigner. Le fait que ce soit en récursif parce que c'est un soutien qui reste en jeu, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. Moi, je virerais cette carte, c'est absolument certain. Je jouerai quand même pas 3 face à face parce que c'est excessif. Je virerai ces cartes-là parce que, à mon avis, ça sert à rien. Et après, ben, à cause du fait que, pareil, hein, que le deck protection, à cause du fait qu'on n'a pas assez d'alliés X-Men, je peux pas jouer 3 entraînements en attaque, donc j'en jouerai qu'un en attendant d'avoir plus d'alliés. Et après, bah, malheureusement, pareil pour frappe en équipe, hein, trop peu d'alliés X-Men, donc on peut pas jouer trop de frappe en équipe, sauf si on se base sur l'idée qu'on va jouer Wolverine et le garder en jeu tout le temps. À ce moment-là, on met 3 forces frappe en équipe, et à ce moment-là, on se dit on le jouera surtout avec Wolverine. Mais pour les mêmes raisons, hein, Colossus, ça vaut trop le coup, hein, parce qu'il a 3 en attaque de base, vous lui mettez des entraînements à l'attaque, bim, il passe à 4 en attaque, et le seul défaut qu'il a, c'est justement sa capacité à subir 2 points de dégâts en dégâts constitutifs. Mais il ne les subit pas avec la frappe en équipe, donc ça vaut vraiment vraiment le coup, hein. Voilà, donc ben, plutôt un deck très sympa. Il y a quelques petites choses à faire et quelques petites choses à corriger. Mais je pense que ça peut être intéressant. J'ai très peur des 9 points de vie de cette petite Kitty. Je la sens un peu fragile. Mais bah, écoutez, on verra bien à la longue qu'est-ce que ça dit, quoi. Allez, je vais immédiatement pocheter les cartes de Colossus et enchaîner par une petite game pour voir un petit peu ce que veut ce Colossus. Je ne sais pas quand je posterai les vidéos, donc je vous dis à bientôt et ben, bonne exploration de ce cycle 6 avec Mutant Genesis. Allez, à bientôt.